Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Un an après Charlie, des associations œuvrent pour le vivre ensemble à Paris. Après des décennies de crise et d'abandon, le secteur minier reprend des couleurs en Espagne. Des investisseurs étrangers misent sur le pays pour trouver un approvisionnement en matières premières indépendant de la Chine ou des pays émergents. Les greens marocains sont très réputés et attirent chaque année des centaines de milliers de touristes golfeurs venus chercher sous le soleil des parcours paradisiaques. Coup de projecteur sur les birdies de Mogador. Cap sur le Burundi, 12 ans après la guerre qui a fait 300 000 morts, les tensions interethniques sont alarmantes. Les violences escaladent et menacent de se transformer en conflit armé. La mode s'engage pour la planète, les déchets recyclés servent désormais à créer un design unique et insolite aux nouvelles créations. Le 11 janvier 2015, la France était encore sous le choc immédiat des attentats terroristes qui venaient de l'ensanglanter. Un rassemblement de millions de personnes en France et ailleurs, hommage aux victimes, des centaines d'articles et d'éditoriaux. Et parmi les questions brûlantes qui se bousculaient, celle-ci, comment des citoyens français ont-ils pu commettre de tels massacres au nom de la religion ? La fraternité, le vivre ensemble, était-il gravement en panne? Ce soir, dans le Code 24, nous nous rendons dans le 19e arrondissement de Paris, quartier multiethnique qui compte une importante communauté juive et musulmane. C'est également là qu'habitaient des djihadistes français, dont les assassins de la rédaction de Charlie Hebdo. Les associations qui font dialoguer les cultures et dépasser les divisions étaient déjà nombreuses dans ce quartier. Mais depuis les attentats, leur mission a pris une dimension cruciale. Reportage signé Christophe Dansette et Julien Sauvaget. Paris, rue d'Aubervilliers, dans le 19e arrondissement. Dans ce bâtiment, deux des terroristes des attentats du mois de janvier 2015 ont passé une partie de leur enfance. Les frères Kouachi. Le quartier est dit sensible. Plus de 16% de la population est au chômage. Un tiers est d'origine étrangère. Symbole de cette diversité, le marché de Joinville, l'un des moins chers de la capitale. Tous les jeudis et dimanches, toutes les populations du quartier s'y retrouvent. Bonjour madame, je suis Mahor Chiche, je suis l'adjoint au maire à la démocratie locale. Ce jour-là, Mahor Chiche, élu à la mairie, part à la rencontre des habitants. Les discussions tournent toujours beaucoup autour des attentats, des frères Kouachi. Mais sur le marché, la plupart des clients estiment que leur vie n'a pas changé depuis un an. Ça va? Oui. Oh, comment vas-tu? Comment ça va? Dans le 19e quand même, on a toujours vécu dans une ambiance qui est plutôt amicale, qui est plutôt familiale. La preuve, on la voit même dans nos synagogues, dans les mosquées, dans tout ce qui se passe ici, dans les églises aussi. La même chose, il n'y a jamais eu un problème. Comme dans le reste de la capitale, un changement est pourtant très visible. La présence des militaires dans les rues qui a été renforcée depuis un an. Le 19e arrondissement abrite la plus grande communauté juive de Paris et une importante communauté musulmane. Malgré quelques incidents isolés, la cohabitation se passe plutôt bien ces derniers temps. Le résultat de beaucoup d'efforts, selon Mahor Chiche, l'adjoint au maire. Et il y a eu un gros travail avec le tissu associatif. Aujourd'hui, on a plus de 3000 associations sur le 19e arrondissement pour faire que la question du vivre ensemble, la question des mémoires partagées et la présence des 120 nationalités et des grandes communautés du 19e, en particulier de la communauté juive et de la communauté musulmane, se déroule de manière apaisée. Radia? Ça va? Ça va? Ouais, ça va, merci. Non, oui, vas-y. Annie Paul, une juive pratiquante, est partie du même postulat lorsqu'elle a créé son association Les Bâtisseuses de Paix au début des années 2000. Elle invite des femmes musulmanes et juives à cuisiner ensemble. C'est un peu la pâtisserie de la paix, c'est ça? C'est ça.
C'est les pâtisseries du dialogue. Pour elle, ces violences intercommunautaires étaient souvent le résultat d'une importation du conflit israélo-palestinien. C'était ça, c'était trouver, voilà, qu'est-ce qui allait pouvoir nous réunir sans conflit, qu'est-ce qu'on allait pouvoir partager, sans qu'on se balance les assiettes à la figure, sans que l'une lui dise « Et t'as vu ce qu'ils font à Jérusalem ? Et t'as vu ce qu'ils ont fait à Bet-Jela ? Et là, il y a 3 terroristes qui sont fait sauter dans un bus, qui en plus de ça se passent à 5000 km. » Désormais, les bâtisseuses de paix interviennent également dans des collèges et des lycées. Elles travaillent sur les questions de mémoire. Aujourd'hui, plus de 600 personnes participent régulièrement aux activités, dont Radia, engagée depuis 2007. Eh ben, on est toujours en contact, bon contact, et ça apporte plein de choses. On vit ensemble et tout. Grâce à l'action d'associations de ce genre, en quelques années, c'est tout le quartier qui s'est profondément transformé. Comme ici, au sein de la cité Curial-Cambrai. Le plus grand ensemble de Paris, 18 tours, 1800 logements. Au centre social du quartier, personne n'a oublié les attentats qui ont touché la France en 2015. Ça a renforcé des liens, hein. C'est sûr que tout le monde a été étonné. On est avant tout des Parisiens. Et c'est vrai qu'on a vu tous ces morts, ces gens qui sont partis pour pas grand-chose au final. Et une crainte, une peur un peu partout, etc. Donc oui, il y a plusieurs initiatives qui sont nées suite aux attentats et qui a tissé des liens importants entre les habitants, les jeunes. Faire se rencontrer les générations, les communautés, sans a priori. C'est le sens du travail de Sofiane, notamment dans cette petite salle du centre social. Bonjour tout le monde. Salut, ça va? Salut. Salut. Ça va les enfants? Un espace dédié à tous, enfants et adultes, pour parler entre voisins, se rencontrer et discuter. Et surtout, ce qui est important pour nous, c'est que chacun puisse échanger, partager et vivre des moments ensemble. Le vivre ensemble, c'est vraiment le leitmotiv du centre social et culturel. Et on voit nos différences culturelles comme une richesse et on ne voit pas ça comme un défaut. Vivre ensemble, c'est donc partager, connaître son voisin, mais aussi ouvrir le quartier sur l'extérieur. C'est le rôle dévolu au 104, un espace culturel, une ouverture du quartier vers Paris et de Paris vers le quartier. C'est un endroit où on vient vivre avec les autres d'une manière un peu différente. Au fond, c'est comme si c'était une sorte de petit concentré de Paris, à cet endroit un peu idyllique d'une certaine manière, parce qu'effectivement, on y trouve toutes les générations, on y trouve aussi, on va dire, toutes les sociologies possibles et imaginables, et qui se rencontrent sans pour autant avoir forcément prévu de se rencontrer. Chaque soir ici, plusieurs mondes se regardent, se croisent et finalement échangent. Une ouverture, un dialogue entre tous devenu désormais nécessaire. Avec 6 mines ouvertes et une vingtaine de projets en cours, l'Espagne attire l'industrie minière, pourtant moribonde en Europe. La plus vieille industrie du continent européen semble renaître de ses cendres. Baisse des coûts de production, terrain géopolitique sûr, crise économique et appui des administrations favorisent l'arrivée des investisseurs étrangers. Le prix des métaux ne semble pas y mettre en frein. Ces investissements sont surtout stratégiques pour assurer l'approvisionnement européen en matières premières, en cuivre, zinc, plomb et métaux rares, dont la production est essentiellement aux mains de la Chine et des pays émergents. Mais cette exploitation qui permet de relancer des sites à l'abandon dans des zones gangrénées par le chômage se fait parfois au détriment de la protection de l'environnement. C'est un reportage signé Valérie Labonne. À quelques encablures de la frontière avec le Portugal se trouve la mine à ciel ouvert de Barrueco Pardo. Ouverte pendant la Seconde Guerre mondiale, cette mine de tungstène est abandonnée depuis les années 80. Raphaël Patino, tout comme son père, y a travaillé. Oui, c'est dans cette maison que je vivais. Il y avait 3 employés. Là-bas, il y avait le mécanicien, là un autre, et puis ici, ma famille. Au plus fort de son exploitation, plus de 1000 ouvriers se bousculaient ici, faisant vivre tous les villages voisins. Puis est arrivée la crise du secteur minier et la fermeture.
Beaucoup de gens ont dû faire face au chômage. Plus de travail, surtout les plus vieux. D'autres ont cherché une solution, ils sont partis. Certains vers le nord, d'autres vers Madrid. Mais l'espoir revient dans le village. L'entreprise Saloro, filiale de l'irlandaise Ormond Mining, va recommencer l'exploitation du site d'ici moins d'un an, avec à la clé 300 emplois. 1850 tonnes de minerais seront sorties de terre chaque année, soit 12% de la production mondiale. À quelques kilomètres de là, le Canadien Almonty, leader mondial de l'extraction de tungstène, a réouvert la mine de Los Santos en 2008. A ver, en Los Santos Sur, ¿se puede bajar? Longtemps en déclin, l'industrie minière séduit de nouveau en Europe. L'Espagne offre des infrastructures, une main-d'œuvre qualifiée et surtout une sécurité qui suscite l'intérêt des investisseurs étrangers. Le tungstène a été déclaré d'intérêt stratégique par l'Union européenne à cause des risques de pénurie qui existent. Le tungstène est principalement utilisé dans le secteur automobile, pour la fabrication de pièces de perforation et dans l'industrie de l'acier. C'est grâce à ses qualités de très haute résistance. On le retrouve également dans les téléphones mobiles, les avions et les trains. L'Union européenne l'a inclus dans la liste des matières premières critiques car 85% de la production est entre les mains de la Chine. Aujourd'hui en crise, l'Empire du Milieu ne consomme plus toute sa production et inonde le marché. À ce moment précis, le prix de vente du minerai est en dessous de notre coût de production. Bien évidemment, nous pensons à nos actionnaires. Cette période difficile va être très courte et les prix vont repartir à la hausse. De par mon expérience, je sais bien qu'il y a toujours de tels cycles. L'exploration et de nouvelles techniques d'extraction vont permettre à la mine de fonctionner jusqu'en 2028. Des règlements nationaux et européens les obligent à minimiser l'impact sur l'environnement. Les anciennes mines doivent être rebouchées avec les décombres des nouvelles, et ce n'est pas tout. La revégétalisation progressive du terril va empêcher les impacts négatifs de l'érosion et diminuer la poussière portée par le vent. L'activité minière est également très présente dans la région de Séville. Ici, tout le monde connaît la mine de cuivre d'Aznalcóllar. Le 25 avril 1998, un bassin de rétention cède, déversant une boue chargée de métaux lourds. C'est la plus grosse catastrophe écologique en Europe. Antonio Ramos, voisin des lieux, se souvient. C'est là, juste en face, là où se trouve le talus, que se trouvaient les bassins de rétention. C'est la digue du plus grand bassin dans la zone sud qui s'est rompue et plus de 7 millions de mètres cubes de boue toxique se sont échappés. Des milliers d'animaux sont morts. Le parc de Doñana, réserve de la biosphère et patrimoine de l'humanité, a aussi été touché. Malgré cela, Grupo Mexico a obtenu l'autorisation de réouvrir la mine d'Aznalcóllar. Ce dernier a été impliqué dans un accident du même genre au Mexique en juin 2014. Antonio regrette que les autorités n'aient pas appris de leurs erreurs. Ces autorisations sont accordées sans trop d'hésitation, car à la clé, ce sont des votes garantis. Notre région manque de travail. Il y a beaucoup de personnes au chômage et c'est pourquoi créer des emplois à n'importe quel prix, ça reste une très bonne affaire électorale. L'écologiste ne croit pas aux efforts de l'industrie qui, selon lui, est là pour tirer un maximum de profit au détriment de la nature. À Aguas Teñidas, la société Matsa prétend qu'avec les techniques actuelles, la protection de l'environnement est garantie. Aujourd'hui, la législation, tout comme la stratégie des entreprises, font qu'il est pratiquement impossible qu'un tel accident se produise. Désormais, nous utilisons une pâte sèche, une sorte de ciment que nous mélangeons à l'eau. Dans le cas improbable où la digue céderait, la boue n'avancerait pas plus de 20 ou 30 mètres, car elle n'est plus du tout fluide. Avec 30% de chômage, l'Andalousie a fait le pari de l'industrie minière au détriment de l'environnement. Le gouvernement local se sert de l'exemple de la Galice et du Pays Basque, où l'industrie du charbon à son époque a permis l'essor économique de ces régions. Depuis 10 ans, plus d'une vingtaine de mines ont réouvert ou sont sur le point de le faire en Espagne. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite.